Alors, Vladimir Poutine pressenti pour le prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que j'aime lire des informations fiables. C'est vachement bien, dans ce livre, il décrit tout son programme politique et sa philosophie. Oh, ça a l'air pas mal. Et comment ça s'appelle? Mein Kampf. Vous en avez marre que vos proches lisent n'importe quoi? Alors, offrez-leur un abonnement à Ciel et Espace. Ciel et Espace, c'est le magazine de l'Association française d'astronomie, avec de vrais morceaux de journalisme scientifique dedans. Ouh là 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 là. Oh, bah, elle a pas été très sage, celle-là, dis donc. Dans le nouveau numéro qui vient de sortir, on parle d'avril. Non, de mars, pardon. Et ça sort en décembre. Ouais, j'y comprends plus rien. En tout cas, c'est au moins aussi intéressant que ce que lit le Père Noël. Ouh là 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 là. Oh bah, tu vas avoir une fessée de Noël, toi. Enfin, je crois. Ah bah oui, au moins. Oh, regarde ça, c'est la méthamphétamine. Oh zut, y a pas de phosphore rouge dans le garage de papa. Tourne les pages pour voir. Oh super, la cocaïne. Et ça, on a tout ce qu'il faut. Il va falloir voler l'eau de javel de maman, elle la cache derrière la machine à laver. Qu'est-ce que vous lisez, les filles? Des recettes de cuisine. Ah ok, bah ça va alors. En ce moment, profitez de 20% de réduction sur l'abonnement papier avec le code ASTRONOEL20. Christian Grey me regardait dans les yeux, tout nu, son organe de désir pointé dans ma direction. Et si vous en voulez toujours plus, bande de petits gourmands, vous pouvez aussi avoir 30% de réduction sur l'abonnement premium, c'est-à-dire le magazine papier, sa version numérique, et en plus, l'accès aux articles du site web avec le code ASTRONOEL30. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'image, hein. Ah bah ça, tu l'as dit. Et exceptionnellement, ces codes fonctionnent aussi pour les réabonnements. Vous avez été nombreux à vous abonner l'année dernière et normalement, les promos fonctionnent seulement sur le premier abonnement. Mais comme en ce moment la situation est compliquée pour tout le monde, si vous renouvelez votre abonnement, vous pouvez quand même bénéficier des réductions. Alors, on dit merci qui? Merci Jacqueline et Jean-Michel. Mais non, merci Ciel et Espace. «99 Luftballon» de Nina. À part le Rubik's Cube, est-ce qu'il y a quelque chose de plus iconique des années 80 ? 99 Luftballon, que l'on traduira par 99 ballons de baudruche, est une chanson imaginée par le guitariste du groupe en 1982, alors qu'il assiste lui-même à un concert des Rolling Stones à Berlin-Ouest. Pendant le show, des ballons de baudruche gonflés à l'hélium sont lâchés, et il se demande ce qui se passerait si ces ballons franchissaient la frontière et étaient pris pour des ovnis par les gardes est-allemands. Alors, petit rappel à ce moment-là, l'Allemagne de l'Est est occupée par l'URSS. Dans Berlin subsiste une enclave occidentale libre, encerclée par le mur de Berlin, pour éviter que le fier régime soviétique, qui est le meilleur de tous, ne voie sa population, la plus heureuse du monde, se barrer, par erreur n'est-ce pas, chez les capitalistes. Nous sommes alors à l'un des points culminants de la guerre froide. Après une période d'apaisement, qui avait commencé à la fin de la crise des missiles de Cuba, la tension remonte aux alentours de 1975 quand l'URSS cherche à étendre son influence et installe en Allemagne de l'Est des missiles SS-20 capables de frapper l'Europe occidentale. L'OTAN répond en déployant des Pershing 2 et des BGM-109. Mais les populations civiles, elles, en ont plein le cul de vivre sous la menace d'une guerre nucléaire et des mouvements pacifistes émergent un peu partout en Europe et dans le monde. En 1983 sort donc la chanson 99 Luftballon qui raconte l'histoire d'un lâcher de 99 ballons de baudruche qui sont pris pour un ovni. 99 avions de chasse décollent pour aller voir ce que c'est et 99 ministres de la guerre interprètent chacun le vol de ces avions comme une attaque de leurs ennemis. Et l'histoire se termine en apocalypse nucléaire. Ah, la chanson a l'air moins joyeuse quand on pige les paroles, hein. Mais un truc civil inoffensif qui déclenche une alerte nucléaire, ça pourrait pas arriver. Vous êtes pas prêts. La même année sort le film War Games, l'histoire d'un ado qui se connecte par erreur sur l'ordinateur du NORAD, qui contrôle la force nucléaire américaine, et alors qu'il croit jouer à un jeu de stratégie en ligne, l'ordinateur du NORAD, lui, croit à une attaque soviétique et déclenche une riposte nucléaire. Mais une riposte nucléaire à cause d'une simulation informatique, c'est franchement tiré par les cheveux. Vous êtes tellement pas prêts. Nous sommes donc à la fin de la guerre froide, tout le monde en a plein le cul de la menace nucléaire, et dites-vous bien que les mouvements pacifistes de l'époque n'avaient pas
connaissance de tous les événements dont on va parler aujourd'hui et qui pour la plupart ont été déclassifiés après la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, on va parler des close calls, les fois où on est passé à ça d'une guerre nucléaire totale. Avant de vous raconter comment on a tous failli finir dans un éclair aveuglant, revenons brièvement sur la doctrine de destruction mutuelle assurée. Pendant la guerre froide, personne ne veut être le premier à appuyer sur le bouton. Les armes nucléaires sont avant tout utilisées de manière défensive, comme arme de dissuasion. Le truc n'est pas tant d'anéantir son ennemi, mais de lui promettre l'anéantissement si lui se révèle agressif. C'est là toute l'absurdité de ce conflit. Personne ne veut se foutre sur la gueule, mais tout le monde s'arme jusqu'aux dents, parce que l'autre s'arme jusqu'aux dents, de peur que le mec en face soit plus puissant, parce qu'il est armé jusqu'aux dents. Seulement voilà, l'arme principale durant ce conflit reste la destruction mutuelle assurée. Et c'est ça qui change le monde en poudrière enrichie au plutonium. Parce que si un État se croit légitimement attaqué, il va lancer une riposte à grande échelle avant d'être détruit et de ne plus le pouvoir. Et le truc, c'est que contrairement à tous les conflits précédents de l'histoire qui demandaient des semaines, au mieux des jours, pour déplacer une armée sur un territoire ennemi, et laisser donc un certain temps de décision aux forces en présence, après l'apparition des missiles intercontinentaux, il ne restait que 30 minutes, au mieux, entre le déclenchement d'une attaque ennemie et l'anéantissement total. 30 minutes pendant lesquelles il fallait décider si oui ou non l'attaque ennemie était réelle, souvent sur la base d'informations parcellaires, et si oui ou non, on répondait en vitrifiant le reste du monde. Et 30 minutes auxquelles il faut encore déduire, le temps que l'attaque soit détectée, que l'information remonte au haut commandement, potentiellement à 2h du mat quand il a la tête dans le cul et pas les idées claires, et auquel il faut déduire aussi le temps nécessaire à rendre la réaction opérationnelle. Donc en gros, imaginez qu'on vous sorte du pieu à 2 plombes du mat, et avant que vous n'ayez le temps de vous rappeler de votre prénom, on vous dit que vous avez 10 minutes pour décider de l'avenir du monde sur la base d'une information même pas vérifiée. Ajoutons à ça qu'évidemment, vous êtes tendu comme un anus avant un lavement depuis des mois, voire des années, à cause de la menace nucléaire qui plane sur le monde. Ouais, parce que les trentenaires, vous avez pas connu la guerre froide, et les quarantenaires, vous étiez trop jeunes pour en avoir vraiment pris conscience dans vos jeunes années. Mais la crise des missiles de Cuba ou la crise des euromissiles, les fameux SS-20, fait planer sur tout le monde une terrible menace, bien plus angoissante que le Covid. Les films catastrophes de la période de la guerre froide montrent bien l'angoisse de l'époque quant à la guerre nucléaire. Beaucoup de films montrent des images très crues qui dépeignent bien les peurs de l'époque. Et comment ne pas être au moins un peu inquiet quand on pense que la décision d'envoyer la première bombe revient à une poignée de personnes et qu'à cause de la doctrine de la destruction mutuelle assurée, la première sera suivie de toutes les autres. Sans compter que les dirigeants ne sont pas des surhommes, ils ne sont pas plus malins que le Pékin moyen et pas moins sujets au stress et à la perte de moyens que lui. Ils ne sont pas non plus moins sujets à croire de fausses informations ou à être les esclaves de leurs émotions. Regardez le nombre de va-t-en-guerre un peu partout autour de vous. Les gens qui s'énervent pour un rien, qui cherchent constamment le conflit, voire la bagarre, qui démarrent au quart de tour et sont incapables de se calmer ensuite. Et imaginez maintenant ces mêmes va-t-en-guerre avec une valise nucléaire entre les mains. Je vais maintenant vous raconter les fois où on est passé le plus près d'une guerre nucléaire. J'ai un peu hésité sur la manière de les classer, mais j'ai décidé d'aller au plus simple, donc on va se les faire dans l'ordre chronologique. 5 novembre 1956. Nous sommes alors avant le vol du premier missile balistique opérationnel. Les bombes atomiques sont déjà une arme de dissuasion, mais c'est par bombardier qu'on distribue la paix et la démocratie. Le 26 juillet de cette même année, l'Égypte, de manière unilatérale, décide de nationaliser le canal de Suez. J'aime autant vous dire que tous ceux qui l'empruntent sont moyennement d'accord. Donc la France, le Royaume-Uni et Israël se mettent d'accord en secret pour foutre sur la gueule de l'Égypte et récupérer le canal à partir du 29 octobre. Le 7 novembre, l'Égypte signe un cessez-le-feu, mais les États-Unis et l'URSS forcent les coalisés à battre en retraite. Nous sommes donc 2 jours auparavant. Les États-Unis, par le biais de ce qui deviendra rapidement le NORAD, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, reçoit une série de rapports inquiétants. Des avions non identifiés survolent le territoire turc, des MiG-15 soviétiques survolent la Syrie, un bombardier britannique est abattu et la flotte russe de la mer Noire franchit le détroit des Dardanelles. Aux États-Unis, on interprète ça comme le début d'une offensive soviétique. Or, plus tôt lors de cette crise, l'URSS avait déjà menacé la France et le Royaume-Uni.
Les États-Unis sont donc d'avis que cette offensive pourrait mener à une frappe nucléaire de la part de l'OTAN, dirigée contre l'Union soviétique. Les rapports ont tous fini par se révéler erronés. Les avions non identifiés au-dessus de la Turquie étaient un vol d'oiseaux migrateurs. Le président syrien de retour de Moscou était escorté par des chasseurs russes, et le bombardier anglais a subi une avarie et s'est écrasé tout seul. Quant à la flotte de la mer Noire, elle ne faisait que ses manœuvres habituelles. 5 octobre 1960. La base la plus septentrionale de l'US Air Force se trouve à Tula, au Groenland. Fun fact, aujourd'hui c'est une base de l'US Space Force. Et ça y est, maintenant les premiers missiles sont opérationnels, mais pas encore les ICBM, les missiles intercontinentaux. Bref, cette nuit-là, l'équipement de détection tout neuf aperçoit un lancement massif de missiles soviétiques à l'est. L'information arrive au NORAD, qui est placé en état d'alerte générale. Mais avant de lancer une contre-offensive massive, les mecs se disent tu trouves pas ça bizarre que l'URSS attaque alors que son dirigeant se trouve au même moment à New York, à une réunion des Nations Unies ? Après vérification, il s'avère que le radar avait simplement observé un lever de lune à l'horizon. 24 novembre 1961. L'histoire se passe au Strategic Air Command qui dirige les opérations des bombardiers nucléaires. Soudainement, tout contact est perdu avec le NORAD et plusieurs sites du BMEWS, le système d'alerte avancé de missiles balistiques constitué d'un ensemble de radars longue portée surveillant les alentours du territoire américain. Les lignes de communication sont redondantes, indépendantes et en réseau, donc soit on est face à la coïncidence incroyable de plein de pannes simultanées, soit on est face à une attaque coordonnée. Le Strategic Air Command demande la préparation au décollage de la totalité des bombardiers nucléaires. Mais, quelques minutes plus tard, un appareil déjà en vol et ayant un visuel sur les installations concernées confirme qu'il ne constate aucune attaque. Aussi improbable qu'elle ait pu être, c'était bel et bien une panne. Pire, c'était la panne d'une seule station relais qui a foutu tout ce bordel. 25 octobre 1962. Je vous ai déjà parlé de la crise des missiles de Cuba qui a très certainement été le point culminant de la guerre froide, mais dans une autre vidéo. Donc je ne vais pas revenir en détail sur le sang-froid de Vassili Arkhipov qui a tenu tête à son commandant de bord et à son représentant du parti à bord d'un sous-marin atomique et qui a empêché l'envoi d'une torpille nucléaire qui aurait déclenché la guerre. Ce jour-là, on est passé à côté d'une guerre totale juste grâce à ce mec qui a su garder la tête froide. Mais la situation était tendue un peu partout durant cette semaine-là. Et 2 jours avant l'incident du sous-marin dont j'ai déjà parlé, il s'est passé un autre truc dans le Wisconsin. Les stratèges américains avaient théorisé qu'avant une attaque de grande envergure par l'URSS, ils devraient s'attendre à des opérations de sabotage. La sécurité a donc été renforcée sur tous les sites sensibles. Et vers minuit, le 25 octobre, sur la base aérienne de Duluth, un garde aperçoit dans l'obscurité une silhouette tentant de franchir le grillage. Il ouvre le feu et active l'alarme de sabotage qui active automatiquement celle des autres installations de la région. Mais un peu plus loin, à Volkfield, les branchements sont mal faits et c'est l'alarme principale qui retentit, commandant le départ immédiat de F-106 armés d'ogives nucléaires. Les pilotes avaient été avertis qu'aucun exercice ne serait réalisé avec cette alarme et étaient donc persuadés qu'une offensive de grande envergure avait bel et bien commencé. Alors que les pilotes mettent en route leurs appareils, le commandant de la base appelle celle de Duluth pour s'enquérir des raisons du déclenchement de l'alarme générale. C'est là qu'il apprend qu'il n'en est rien, et il faudra qu'un officier prenne sa voiture, roule à toute berzingue sur la piste et fasse des appels de phare aux avions pour les stopper. L'intrus qui avait tenté de franchir le grillage était en fait un ours. Si les appareils avaient réellement décollé, ils se seraient retrouvés nez à nez avec des bombardiers américains en mission secrète, tout feu éteint et en route vers plusieurs bases dont la leur, mais dont ils n'étaient pas au courant des manœuvres. Dans le noir, ils auraient pu ouvrir le feu avec leurs armes nucléaires, et une fois le bordel entamé, il aurait été difficile de déterminer que les soviétiques n'étaient pas dans le coup. Alors qu'on était en pleine crise des missiles de Cuba, cet événement aurait pu déclencher une offensive américaine, suivie d'une réponse soviétique, et le début de la guerre. 9 novembre 1965. C'est la date de l'un des grands blackouts des États-Unis avec celui de 2003. Celui-ci a touché les États du Nord-Est ainsi que l'Ontario. Sauf que dans cette région et sur le réseau électrique se trouvaient aussi des détecteurs de bombes nucléaires. Ils étaient censés être autonomes, mais il faut croire que non. Le blackout les a fait disjoncter, ce qui créa l'illusion d'une attaque nucléaire et plaça le haut commandement en état d'alerte.
Heureusement, un blackout de cette ampleur ne passa pas inaperçu et l'information remonta rapidement. 23 mai 1967. On est moins de 2 ans plus tard, quand les radars du BMEWS, le système d'alerte avancée de missiles balistiques, sont soudainement brouillés. Le NORAD interprète ça comme un brouillage soviétique et considère ça comme un acte de guerre. Bah ouais, pourquoi tu brouillerais un système de détection de missiles balistiques, sinon pour cacher l'arrivée de tes missiles balistiques? Les bombardiers nucléaires sont mis en état d'alerte et s'apprêtent à décoller quand le NORAD découvre que c'est une éruption solaire particulièrement intense qui a mis le dawa dans leur système de détection. 15 avril 1969. Nous sommes dans la mer du Japon. Un Lockheed EC-121 Warning Star, un avion de reconnaissance avec un gros radar sur le dos, est abattu par un MiG-21 nord-coréen. Les 31 membres d'équipage y laissent leur peau. C'est la perte la plus importante du côté américain directement liée à la guerre froide. Richard Nixon ordonne alors le décollage de chasseurs F-4 armés de bombes nucléaires afin de frapper la République démocratique populaire de Corée du Nord. C'est quand même marrant, n'empêche, à quel point plus un pays est une dictature, plus il ment jusque dans son nom. Bref, alors que les avions sont prêts à décoller, ils reçoivent un contre-ordre du secrétaire d'État Henry Kissinger. Nixon était bourré quand il a donné l'ordre. Vous vous rappelez en début de vidéo quand je vous disais que les dirigeants sont des gens comme tout le monde ? On confierait pas une carabine à plomb à Bébert, le pecno-ivrogne qui s'engueule avec tout le monde, alors pourquoi on confierait la responsabilité d'une putain de bombe atomique à un mec dont la seule différence avec Bébert, c'est d'avoir été élu à un poste important parce qu'il passe bien à la télé ? Octobre 1973. On est en pleine guerre du Kippour. On l'appelle comme ça parce que l'Égypte et la Syrie ont attaqué Israël le premier jour du jeûne de Yom Kippour, le 6 octobre. Israël, qui se fait déborder par l'armée syrienne sur le plateau du Golan, craint que les Arabes ne leur mettent une branlée et demande un soutien des États-Unis, son grand allié, via un pont aérien, ce qui leur est refusé. En pleine panique, le Premier ministre israélien ordonne d'armer 13 missiles Jericho et 8 F-4 d'ogives nucléaires, le tout dirigé vers les quartiers généraux militaires de Damas et du Caire. Un SR-71 américain en reconnaissance aperçoit le déploiement des missiles et les États-Unis décident alors de mettre en place le fameux pont aérien pour faire un peu redescendre la tension. Les Nations Unies imposent un cessez-le-feu, mais Israël le rompt en tentant d'encercler l'armée égyptienne. Léonid Brejnev menace alors Israël, l'allié des États-Unis, de s'en mêler et de déployer les forces aéroportées soviétiques. Les États-Unis se placent alors en DEFCON 3. Pour rappel, on en avait déjà parlé, les États-Unis ont 5 niveaux d'alerte, de DEFCON 5, il se passe rien, à DEFCON 1, la guerre nucléaire ouverte. À DEFCON 3, l'Air Force est tenue en alerte et prête à se mobiliser en un quart d'heure. Les seules fois où l'alerte a été plus élevée, c'était lors de la crise des missiles de Cuba, et une histoire que je vais vous raconter dans quelques minutes. Bref, Israël redéploie ses missiles, l'URSS s'en mêle, et histoire de rajouter au bordel, à la base aérienne de Kincheloe dans le Michigan, un mécano active par erreur l'alarme de la base, provoquant la mise en branle des B-52. Mais le commandant de la base les retient dès qu'il se rend compte que c'est une fausse alerte, et le 24 octobre, l'ONU obtient des belligérants la signature d'un accord de paix, qui débouchera plus tard sur les accords de Camp David et une paix durable entre Israël et l'Égypte, contre la récupération par l'Égypte de la péninsule du Sinaï, précédemment annexée par Israël lors de la guerre des 6 jours. 9 novembre 1979. Celle-là, c'est une de mes préférées. Enfin, préférée. Nous sommes au quartier général du NORAD. Soudain, une alarme retentit. Une attaque soviétique de large échelle a commencé. 250 missiles soviétiques sont en route vers le territoire américain. Le président des États-Unis, Jimmy Carter, a entre 3 et 7 minutes pour réagir et décider, ou non, d'une riposte. Mais dans les minutes qui suivent, l'ordinateur du NORAD indique que c'est maintenant 2200 missiles qui sont en route vers l'Amérique. Le Strategic Air Command est mis en état d'alerte maximale, les bombardiers se préparent au décollage tandis qu'on fait chauffer les missiles dans leurs silos. Mais dans cette période de quelques minutes, alors qu'on attend confirmation par satellite de l'attaque et des cibles visées par les soviétiques, rien. Mais genre rien du tout. Pas un missile en vue. L'ordinateur du NORAD avait chargé, par erreur, un scénario d'exercice.
quand je vous disais que le film Wargame n'était pas si exagéré que ça. Le conseiller au département d'État, le marshal Schulman, déclara à propos de cet incident que les fausses alertes du genre n'étaient pas rares et qu'elles étaient traitées avec une complaisance dérangeante. Rien que dans les quelques mois qui suivirent, le matos informatique buggé provoqua 3 autres fausses alertes de moindre ampleur. 15 mars 1980. Nous sommes dans les îles Kouril, entre le Japon et le Kamtchatka. Un sous-marin soviétique en manœuvre a pour tâche de lancer 4 missiles pour un exercice. Sur les 4, l'un entre dans le champ de détection du BMEWS et est identifié comme étant dirigé vers les États-Unis. Le gouvernement est immédiatement réuni lors d'une réunion de crise, mais il apparaît vite clair qu'un seul missile pour une attaque soviétique, c'est peu. Très vite, il est conclu que le BMEWS a déclenché une fausse alerte. Ah là là, ces radars qui déconnent. Attendez la suite. 26 septembre 1983. Nous sommes dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 septembre 1983, en pleine période de tension entre les deux blocs, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Wargames, 996 Luftballon, tout ça. Stanislav Petrov est officier de garde dans la base aérienne stratégique de Serpukhov 15, à une centaine de kilomètres au sud de Moscou. Et son boulot, c'est de surveiller le système qui recueille les données des satellites de surveillance antimissiles et de rapporter immédiatement l'information d'une attaque américaine, déclenchant immédiatement une riposte, toujours en suivant la doctrine de la destruction mutuelle assurée. Il est minuit 15 quand le système d'alerte s'affole. Le satellite Cosmos 1382 détecte la signature thermique du décollage d'un missile Minuteman III de la base de Malmstrom aux États-Unis. Quelques instants plus tard, il en détecte 4 autres. Stanislas n'a que peu de temps pour comprendre ce qui se passe. Il est censé relayer directement l'information au haut commandement qui doit déclencher la contre-attaque. Seulement voilà, il hésite. Parce que là encore, 5 missiles, ça fait peu pour une attaque nucléaire. Bien sûr que 5 bombes nucléaires c'est beaucoup, hein, mais pas quand les mecs en face en ont des milliers à vous renvoyer sur la gueule en réponse. C'est pas logique. Il se trouve que Stanislas est ingénieur, et à vrai dire c'est le seul ingénieur de la base, étant entouré uniquement de militaires de métier. Le système de détection est tout neuf, et il trouve que la description de la signature du missile est un poil trop précise pour être digne de confiance. Contrevenant aux ordres qui lui ont été donnés, il décide lui-même de prendre le temps d'analyser l'information qu'il reçoit, et finalement décide de rapporter à ses supérieurs une malfonction du système. Il est cru, d'autant que les radars ne détectent pas de missiles, et le haut commandement ne recevra pas l'information d'une attaque américaine, évitant ainsi une contre-attaque et le début d'une guerre nucléaire. L'analyse des données montrera par la suite que le satellite avait simplement vu les reflets du soleil sur des nuages de haute altitude au-dessus de la base américaine. Évidemment, pour avoir désobéi, Stanislav Petrov subit un interrogatoire intense. Il est d'abord félicité pour sa décision, et un général de l'unité de défense antimissile lui promet même une médaille. Qu'il ne recevra jamais. Bah ouais, on est en URSS, et un pareil dysfonctionnement d'un système aussi critique était plutôt embarrassant. Et en plus, les ingénieurs et scientifiques ayant bossé dessus étant plutôt influents, s'il avait été récompensé, eux, ils auraient dû être punis. Donc Petrov a simplement été mis au placard. Il prendra une retraite anticipée, mais insistera sur le fait qu'on ne l'a pas poussé vers la sortie. Cette histoire devint publique en 1998, après la chute de l'Union soviétique, et Stanislav Petrov fut reconnu et récompensé à plusieurs reprises comme l'homme de sang-froid qui a évité une apocalypse nucléaire. Quand on lui demandait de décrire ce qu'il avait fait pour éviter une catastrophe, il répondait simplement que justement, il n'avait rien fait. Il est décédé en 2017 à l'âge de 77 ans. 7 novembre 1983. 2 semaines plus tard. Et ouais, pour détruire le monde, les mecs, ils étaient déter. Du 7 au 11 novembre 1983, l'OTAN a organisé un exercice à large échelle de gestion des procédures nucléaires. Sa dernière phase, du nom de code Archer 83, consiste en une série de manœuvres un peu partout dans le monde. Durant l'exercice, on simule une attaque de l'URSS sur l'OTAN avec des forces conventionnelles le premier jour, une attaque chimique de grande ampleur le lendemain, et on termine en beauté avec une guerre nucléaire le troisième. L'exercice comprendra 170 vols en silence radio à travers l'Europe de transport de troupes emmenant 19 000 soldats, un changement régulier de commandement et la montée progressive en alerte des forces de l'OTAN de DEFCON 5 à DEFCON 1.
Margaret Thatcher, le chancelier allemand Helmut Kohl et Ronald Reagan seront directement de la partie, ce qui impliquera en plus des échanges nourris entre les chefs d'État. Le problème, c'est que de son côté, l'URSS n'est pas au courant de l'exercice, et ses renseignements constatent une drastique augmentation du nombre de communications codées entre les chefs d'État, de gros mouvements militaires, et en prime, les différents commandements de l'OTAN font référence aux sorties des B-52 en parlant de frappe nucléaire. Ajoutez à ça que les mecs sont encore légèrement tendus à cause de la fausse alerte 2 semaines plus tôt, et vous serez pas étonné de la suite. Tous les bombardiers soviétiques sont placés en alerte et prêts à partir. Les missiles balistiques en silo sont préparés au lancement, et les différentes ambassades reçoivent l'ordre d'envoyer le renseignement à la recherche d'informations fiables sur l'attaque en préparation. Mais, le 11 novembre, soudainement, les forces de l'OTAN rentrent chez elles. C'était qu'un exercice. Il faudra plusieurs années pour que l'OTAN soit mis au courant du bordel qu'il a créé de l'autre côté du rideau de fer lors d'un échange entre espions anglais et soviétiques. 1991, la guerre du Golfe. Enfin, la première guerre du Golfe. Elle a été menée par une coalition menée par les États-Unis, alors dirigée par George Bush père, suite à l'invasion du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein. À ce moment-là, l'Irak possède vraiment des armes de destruction massive et balance des Scuds sur l'Arabie Saoudite et Israël. On parle souvent des Scuds sur les internets, hein. Eh ben voilà, un Scud, c'est ça. C'est un missile soviétique qui, en URSS, est appelé le R-11 ou le R-17. Bref, Saddam balance ses Scuds et menace, je cite, de brûler la moitié d'Israël avec ses armes chimiques. Le premier ministre israélien répond alors que s'il tente de faire ça, il va se prendre une réponse nucléaire sur le coin de la tronche. En parallèle, il menace de la même manière la coalition occidentale, et la première ministre anglaise Margaret Thatcher et le secrétaire à la défense américain Dick Cheney répondront la même chose que les Israéliens. L'usage d'armes de destruction massive sur les forces de la coalition mènera à une réponse nucléaire. Le secrétaire d'État américain ira même jusqu'à dire directement au Premier ministre irakien que les États-Unis sont d'humeur à se venger. Après la guerre, les renseignements américains arriveront à la conclusion que ce sont ces menaces, à la fois d'Israël, des USA et de la Grande-Bretagne, qui feront rasseoir Saddam dans son fauteuil et baisser le poing. Cependant, ils découvriront aussi que si jamais il s'était retrouvé coupé de son gouvernement ou de son haut commandement, il avait prévu d'ordonner l'attaque quand même, ce qui aurait alors provoqué la réponse d'Israël. Mais il l'a pas fait parce qu'il n'a pas craint l'effondrement de son régime. À l'heure actuelle, cet événement est l'un des 2 seuls de l'histoire où les États-Unis sont montés hors exercice jusqu'au niveau DEFCON 2, le dernier niveau d'alerte avant l'appui sur le gros bouton rouge. Mais la même année, l'URSS s'effondre et les tensions mondiales retombent largement. Comme je l'ai dit lors d'une précédente vidéo, c'est à ce moment-là de l'histoire que la Doomsday Clock a été le plus loin de minuit. Mais n'imaginez pas qu'on était débarrassé du problème pour autant. 25 janvier 1995. Vous connaissez la mallette, la fameuse mallette des films hollywoodiens avec la clé chelou et le gros bouton rouge. Bah alors déjà, ça se passe pas comme ça, et souvent, il y a ni mallette ni bouton. Mais ce qui est à la fois drôle et crispant, c'est qu'il y a des codes de lancement imprimés sur une carte format carte de crédit, et que ça peut se perdre. Aux États-Unis, c'est arrivé 3 fois. Jimmy Carter les a laissés dans la poche d'un costume envoyé chez le teinturier, Ronald Reagan les a fait tomber sur le sol de la table d'opération où il était après la tentative d'assassinat le visant, et Bill Clinton les a perdus... on sait pas où. Il s'est aperçu au moment de les changer qu'il avait égaré les précédents. Et ce, possiblement plusieurs mois avant. En France aussi, c'est arrivé à Mitterrand, qui lui aussi les a laissés dans une poche de costard envoyée au teinturier. Bref, la mallette. À domicile, pas besoin d'un truc pareil. Mais quand le président d'une puissance nucléaire se déplace, il a besoin d'un terminal portatif d'où il pourrait donner un ordre de déploiement de force nucléaire. C'est la fameuse mallette qui ne sert pas à appuyer sur un bouton rouge, mais juste à transmettre à distance des codes de lancement. Elle est constamment trimballée par un aide de camp. C'est lui là, sur la photo. Et la valise, c'est en fait un gros machin qui fait près de 20 kilos. Et ouais, c'est un truc pour transmettre un code à distance, pas un attaché case avec 3 stylos et 2 feuilles. Et ça aussi, ça se perd. Un jour, Gerald Ford, en visite à Paris, a oublié la mallette à bord de son avion. Bon, c'était Air Force One, donc elle était en sécurité, mais bon, quand même. En 99, Bill Clinton, encore lui, est parti tellement vite d'un sommet de l'OTAN qu'il a largué son aide de camp
qui a dû rentrer à pied à la Maison Blanche avec la valise. Bref, la valoche nucléaire, c'est ça. Et durant toutes les crises que j'ai citées jusqu'ici, elle n'a pas été impliquée. Et pour cause, pas besoin d'un dispositif mobile quand le commandement est à la maison. Elle a été utilisée une seule fois, le 25 janvier 1995, donc, par Boris Yeltsin, alors que la guerre froide était terminée. Boris Yeltsin, alcoolique notoire, je le rappelle. Non mais je veux dire sérieusement, prenez juste une seconde pour penser au fait que dans la plupart des puissances nucléaires, on vous interdira l'achat d'une 22 long rifle si vous avez été chopé avec un tarpé 10 ans avant. Mais dans ces mêmes pays, il suffit d'avoir été élu pour qu'on vous file la capacité de vitrifier le monde. Me passer de commentaires est déjà en soi un commentaire. Bref, n'accablons pas trop vite ce cher Boris, et pour cause. En ce 25 janvier 1995, des chercheurs américains et norvégiens lancent une fusée suborbitale Black Brant 12 depuis le nord-ouest de la Norvège. Celle-ci doit faire un vol jusqu'à un apogée de 1453 km avant de retomber. Son but est d'étudier les aurores boréales. Sauf que, près de son apogée, elle est capturée par un radar russe à Olenegorsk. Pour les opérateurs de la station, elle semble avoir une vitesse et une trajectoire similaires à un missile Trident lancé depuis un sous-marin nucléaire américain. Sauf que eux, ils se disent pas qu'un seul missile c'est trop peu pour une attaque massive. Au contraire, ce missile pourrait être chargé d'une ogive destinée à provoquer une impulsion électromagnétique pour aveugler les radars russes et couvrir l'arrivée d'une pluie d'autres missiles. Un pareil engin peut aveugler les radars 10 minutes après son lancement. Mais quand on tend à Yeltsin la valise et qu'il doit prendre une décision, le missile vole déjà depuis 8 minutes. Il lui reste 2 minutes. 2 minutes pour décider de ce qu'il va faire. Mais bon, en 1995, l'affrontement entre les deux blocs est terminé. Tout n'est pas réglé, mais c'est clairement la période la plus détendue entre la Russie et les États-Unis depuis un siècle. Donc Yeltsin doute purement et simplement de la possibilité, là, maintenant, d'une guerre nucléaire avec les États-Unis, tient tête à ses généraux et refuse d'ordonner la contre-attaque. Quelques minutes plus tard, la station radar informe le haut commandement que la fusée se dirige en fait vers la mer où elle terminera sa course une dizaine de minutes plus tard. Lancer une fusée dans la stratosphère, ça se fait pas au pif, surtout près de la frontière russe. Donc les Norvégiens avaient bien transmis à une trentaine de pays, dont la Russie, l'information qu'ils allaient procéder à un vol suborbital scientifique. Mais l'information n'était pas arrivée jusqu'aux stations radars militaires. À la suite de cet incident, les procédures de diffusion de ce type d'informations ont été corrigées. Voilà. Maintenant, à l'heure où j'écris ces lignes, la guerre froide est terminée depuis 3 décennies et la tension remonte entre les États-Unis, la Russie, mais aussi maintenant la Chine. Malgré les programmes de désarmement, il reste aujourd'hui près de 15 milliers d'ogives, pour la plupart thermonucléaires et pour la plupart aussi chez les Russes et les Américains, prêtes à vitrifier le monde en cas de désaccord un peu trop marqué entre deux idéologues. À moins qu'elle ne décolle parce que Jean-Michel a appuyé sur le gros bouton rouge parce qu'il a pris un oiseau pour un missile nucléaire. Et pendant ce temps, il est minuit moins 100 secondes sur l'horloge de la fin du monde. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et on l'espère, à la revoyure.